Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Objection reçoit ce dimanche Dr Pape Alassane Diaw. Vous êtes biologiste, pharmacien de formation. Dr Pape Alassane Diaw, c'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci bien, Bayouma. Je vous remercie vraiment de m'avoir invité à cette émission et je profite de l'occasion également pour saluer l'ensemble de vos auditeurs et je tiens à rappeler que j'en fais partie aussi. Merci beaucoup, docteur. Pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes de formation biologiste, mais également vous êtes pharmacien. Alors, docteur, vous êtes aujourd'hui le directeur technique de l'IRSF, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation. Alors, le prétexte, c'est la découverte au Sénégal d'une variante britannique du coronavirus. Cela s'est produit dans votre institut. Alors, docteur, d'abord, pour bien camper le sujet, revenez sur le séquençage qui permet de détecter les variants. Que retenir à ce niveau, docteur Pape Alassane Diaw? Qu'est-ce que le séquençage du coronavirus? Merci bien, Bayouma. Je vais peut-être être beaucoup moins technique pour expliquer le séquençage, ce qui va être difficile quand même, mais je vais me prêter à cet exercice. Le séquençage, c'est rien d'autre que la détermination de l'identité même du virus. Donc, quand on a un virus, par exemple, je donne juste l'exemple parce que c'est ce qui est d'actualité, le virus est constitué d'un génome et d'une enveloppe. Il peut être capsidique. Dans ce cas, on parle de virus nu. Ça peut être également enveloppé. On parle de virus enveloppé. Et c'est le cas également pour le coronavirus. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est ce génome-là. Et ce génome, c'est ce qui donne l'identité du virus. Et c'est quoi ce génome? C'est juste une succession d'éléments qu'on appelle des bases, des nucléotides en fait. Ce qu'on appelle des nucléotides. Et je vais essayer d'être un peu technique, mais quand même, je vais vous essayer quand même de réduire un peu le niveau de technicité pour que ça soit beaucoup plus compréhensible. Allez-y, oui. Nucléotides, c'est juste des bases, ce qu'on appelle des bases azotées en sciences, donc en biologie, des bases azotées plus un sucre. Et le sucre est esterifié par du phosphore. Et c'est ça qui donne le nucléotide. Donc, base, plus sucre, plus phosphore. Et ces bases, en général, c'est ce qu'on appelle, en fait, les bases, il y en a au moins 5. Et on a ce qu'on appelle l'adénine, retenez A, comme adénine. Il y a guanine, retenez G. Il y a cytosine, retenez C. Et il y a thymine, retenez T. Mais il y a aussi AGCT. Oui, AGCT. Mais il y a U aussi. Et quelle est la particularité de ce U? Voilà. Il y a A, G, C, T et U. Voilà. Ce sont les éléments-là qu'on appelle des bases azotées reliées à des sucres. Ça donne ce qu'on appelle nucléoside. Plus le phosphore qui estérifie le sucre, ça donne nucléotide. Le génome, c'est un agent, c'est vraiment l'agencement de ces nucléotides. Vous avez A, G, C, T. Et là, c'est dans le cadre de l'ADN. L'ADN, c'est ce qu'on appelle l'acide nucléique. Un virus, son génome, c'est soit l'ADN ou l'ARN. Et l'ADN, c'est un acide désoxyribonucléique. L'ARN, c'est l'acide ribonucléique. Et vous voyez que ces acides nucléiques-là sont constitués de nucléotides, c'est-à-dire des bases et des sucres et le phosphore. Alors, l'agencement de A, G, C, T, dans le cadre de l'adénine, si c'est l'ARN, la thymine est remplacée, le T est remplacé par U. Mais au lieu d'avoir A, G, C, T, on aura A, G, C, U. Vous voyez. Maintenant, ces séquences-là, ces éléments-là vont se succéder. La succession de ces éléments, c'est ce qu'on appelle une séquence. Et c'est spécifique à chaque type de virus. Donc, pour le corona, quand on a
découvert la maladie au niveau de la Chine, au niveau de Wuhan, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont séquencé pour nous dire voici la cartographie, voici la séquence qu'on a vraiment isolée. Et cette séquence-là, ce qui nous a permis vraiment d'avancer dans beaucoup de choses, dans la prise en charge, dans le diagnostic, même dans la vaccination, ça nous a permis de beaucoup avancer. Donc c'est quand même... La détermination de cette séquence-là, c'est ce qu'on appelle le séquençage. Oui, c'est ce qu'on appelle le séquençage. Donc le séquençage est-il indispensable pour traquer le virus? Voilà, ça nous permet de connaître vraiment l'identité du virus. Et une fois connu, maintenant, c'est ça qui donne la séquence de base, la séquence de référence. Maintenant, avec la circulation, l'évolution de la maladie qui s'est propagée un peu partout dans le monde, et que ces virus-là sont connus pour leur capacité à muter, c'est des virus qui mutent. Ça, c'est naturel. Un virus est connu vraiment par ces mutations. Ça peut être maintenant des mutations mineures qui n'influent pas tellement sur cette séquence-là. Mais je reviens encore sur cette séquence parce que les A, G, C, T, quand on les regroupe en 3, par exemple, quand tu as A, G, C, là, ça te donne ce qu'on appelle un codon. Ce codon-là, c'est une information. Et une fois décodé, ça donne juste ce qu'on appelle un acide aminé. Donc, une succession de 3 éléments, c'est ce qu'on appelle un codon. Et une fois la lecture faite, ça donne un acide aminé. Et maintenant, vous voyez que l'ensemble de ces acides aminés produits nous donne ce qu'on appelle une protéine. Cette séquence-là renferme des informations. Et l'information donne des acides aminés et ça peut aboutir à l'obtention de protéines, comme par exemple cette protéine spike qu'on a sur le virus. Maintenant, pour ce qui est c'est ça en fait le séquençage. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de voir par rapport au virus qui circule ici, est-ce que ce virus garde les mêmes séquences que le virus originel qu'on a retrouvé à Wuhan. Et en ce temps, il y a eu les Anglais qui ont fait également un séquençage sur le virus qui circulait en Angleterre et ils se sont rendus compte que ce virus-là n'a plus la même configuration que le virus originel qu'on avait à Wuhan. Il y avait ce qu'on appelle une mutation. Et la mutation, c'est, par exemple, c'est juste un changement brusque ou bien même stable. C'est un changement aussi héréditaire dans la séquence même de ces nucléotides. Donc, ce changement-là, ça aboutit à ce qu'on appelle un variant. Ça a donné un variant. Parce qu'on n'a plus la même séquence ou bien le même virus qu'on avait à Wuhan. Mais comment s'est opérée cette mutation? Voilà. Cette mutation, il y a 3 phénomènes, 3 processus d'apparition de cette mutation. Il y a 3 processus. Le premier, c'est un accident de copie au cours de la réplication. C'est-à-dire que quand le virus se réplique, il commet des erreurs. À la place, par exemple, d'un A, on retrouve un T. À la place d'un C, on retrouve un G. Vous voyez? Et cette modification, c'est une modification par substitution de base. On peut retrouver des bases qui sont de la même catégorie, ce qu'on appelle les bases puriques comme adénine et guanine, et les bases pyrimidines comme cytosine et cytosine, C et T. Je ne vais pas maintenant donner les noms, mais je dis A, G, C et T. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple. Donc, quand il y a un remplacement à ce niveau-là, on parle également de mutation. Mais aussi, il peut s'agir d'une insertion ou bien d'une délétion. Une insertion, ça veut dire qu'il y a d'autres A ou C qui se sont rajoutés sur la séquence de base. Il peut s'agir également d'une délétion. Ou une délétion, c'est juste une modification, une perte d'une ou de plusieurs bases. Donc, ça, c'est le deuxième processus. Le troisième processus, c'est la présence, par exemple, d'un agent mutagène. Par exemple, des agents chimiques peuvent entraîner également
ces mutations-là, les agents chimiques, les agents physiques, comme les rayons ultraviolets, ça peut aboutir également à ces mutations-là. Donc, ce sont les trois processus qui peuvent nous conduire à cette mutation. Et dans le cas d'espèces, par exemple, du virus anglais, il s'agit d'une mutation. Donc, c'est un virus qui a fait presque 17 mutations. Donc, il y a eu 17 changements. Mais parmi ces 17, il y en a 6 quand même, 6 mutations qui ont conduit à une délétion, c'est-à-dire une perte de plusieurs éléments, les A, C, T, G. Donc, une séquence originelle on a perdu plusieurs éléments, donc des séquences au niveau même de ce virus originel. Donc, ce qui fait que cette délétion-là a fait qu'on l'a appelé un variant anglais. Parce que ce n'est plus le virus avec la séquence qu'on avait, mais c'est un nouveau virus maintenant avec une nouvelle séquence comprenant des délétions. Il y a eu 3 délétions. Donc, c'est pour ça que la différence entre les deux virus, le virus de Wuhan et le virus anglais, c'est cette délétion-là qui a abouti à ce variant anglais. Parce que les Anglais, quand même, ont une grande part, quand même, de réussite dans le séquençage. Effectivement, parce que là, ils ont quand même parvenu à identifier un variant qui circulait et qui, ce variant-là, c'est un variant parce qu'en fait, cette mutation a un impact quand même sur le virus. Parce que quand il y a une mutation, quand il y a un variant, ça peut impacter par exemple sur la contagiosité même du virus. C'est-à-dire que le virus devient plus contagieux. C'est le cas actuellement. On dit que la transmission est beaucoup plus importante avec ce virus, est beaucoup plus importante avec ce virus-là. Quand vous dites est beaucoup plus importante, c'est en termes d'échelle, est beaucoup plus large. Oui, parce que en fait, quand la contamination est beaucoup plus rapide, ça veut dire qu'il y a un nombre important de personnes qui sont touchées, parmi lesquelles les personnes qui sont également vulnérables, les personnes avec comorbidité. Forcément, des cas graves. Oui, des cas graves. Le patient, par exemple, qui a atteint ce virus. Bon, par rapport aux patients que nous avons identifiés, le variant que nous avons trouvé ici au niveau du Sénégal, c'est presque le même processus. Ce qu'on a fait, c'est presque ce que les Anglais ont fait. Donc, nous, c'est dans le processus normal du laboratoire. À part le diagnostic, il y a une surveillance également des variants. Et dans la première vague, on avait fait cette surveillance-là, qui s'est révélé qu'il n'y avait pas vraiment de variants durant cette première vague. C'est la même souche qui circulait au niveau de notre contrée. Alors, donc, la deuxième vague, on a fait également 2 séries. Et sur les 2 séries, on s'est rendu compte que la première série, il n'y en avait pas du tout, et on a communiqué dans ce sens pour dire que dans la première série, on n'a pas trouvé du tout un variant. Et c'est dans la deuxième série qu'on a retrouvé quand même ce variant, qui blastait carrément avec le variant anglais. Oui. Alors, donc, avec les mêmes séquences que le virus anglais. C'est pour ça qu'on a dit qu'on a le virus anglais qui circule maintenant au niveau de ce pays. Peut-être à un taux très faible, parce qu'on n'en a pas beaucoup, on a séquencé beaucoup pour en avoir trouvé un. Donc, ça veut dire que ça ne circule pas à grande échelle. Voilà, à grande échelle. Oui. Ouais. Alors, oui, vous nous avez expliqué la spécificité de ce virus. Maintenant, le mode de contamination aujourd'hui, parce qu'il faut bien comprendre ce mode-là pour comprendre l'évolution. Pour ce qui est de la contamination, oui. Bon, par rapport à ce virus-là, le virus anglais est connu comme étant un virus très contagieux. Alors, donc, comme c'est un virus très contagieux, ça veut dire que ça va circuler beaucoup plus rapidement au niveau de la population. Et les personnes également vulnérables vont être atteintes rapidement. Et quand on parle de personnes vulnérables, c'est-à-dire des personnes surtout avec comorbidité, des personnes qui sont immunodéprimées et tout. Et là, on peut se retrouver avec une augmentation des cas graves.
Oui. Donc, Mais quand il y a beaucoup de cas graves, il y a forcément beaucoup de décès aussi. Mais justement, comment ce virus va-t-il réagir à l'intérieur de l'organisme? Oui, en fait, pour ce qui est de l'organisme, on s'est dit que c'est un virus qui attaque carrément le système respiratoire, mais en fait, ce qui pose réellement problème, c'est la réaction réelle, la réaction de l'organisme. Parce qu'il y a une forte réaction inflammatoire qui est déclenchée par la présence du virus. Et ça touche presque tous les organes. Et en général, ça aboutit souvent à des problèmes de coagulation. Donc, le sang ne circule plus. Et à un moment donné, c'est la personne trépasse s'il n'est pas prise en charge automatiquement. C'est pour ça que les cliniciens demandent vraiment à ce que les personnes se dépistent et qu'on trouve, dès l'instant qu'on les déclare positifs, qu'ils puissent se rapprocher des services de santé pour au moins qu'on puisse voir un peu comment évolue la maladie, s'ils ont des symptômes. Et également, s'ils sont symptomatiques, s'ils sont des cas, des sujets à risque, qu'on puisse les prendre en charge très rapidement. Donc, voilà un petit peu ce qui est recommandé au niveau national, que les personnes dépistées, les sujets positifs, s'ils sont réellement symptomatiques, ils présentent des signes, qu'on puisse les prendre en charge rapidement, les surveiller et voir leur évolution. Dès l'instant qu'on commence à noter des signes respiratoires, ils doivent être rapidement pris en charge par les services de santé. Oui. Donc, vraiment, c'est important. Oui, c'est important à titre d'information, mais si nous devons revenir sur le séquençage, docteur Pape Alassane Diao, oui, puisque vous y travaillez avec le séquençage au niveau national, a-t-il donné ce séquençage systématique au niveau national? A-t-il donné aux chercheurs que vous êtes de nouvelles perspectives sur la transmission virale? Là, je voulais juste peut-être dire quelque chose parce que le séquençage ne peut pas être systématique. Ah oui, pourquoi? Ça ne peut pas être systématique. Oui, ça ne peut pas être systématique. Pourquoi? Ce qu'on peut faire, c'est un séquençage ciblé. Donc, il faut mettre en place des critères de sélection des échantillons à séquencer. Et c'est ce qu'on a fait. Parce que nous, on a sélectionné une centaine d'échantillons pour les séquencer sur des milliers d'échantillons effectués. Surtout par rapport à la deuxième vague. On a mis en place des critères qui nous ont permis de sélectionner les échantillons vraiment sur lesquels on pouvait se dire que peut-être que là, on pouvait avoir des variants. Mais là, c'est un problème de moyens alors? Oui, il y a un problème de moyens. Parce que dans d'autres instituts, docteur Pape Alassane Diao, ils ont disposé d'infrastructures avec une infrastructure robotique pour trier et justement utiliser ces méthodes-là. Oui, on peut utiliser, mais il y a également un problème surtout de technologie, parce que les technologies actuelles utilisées, si on veut séquencer systématiquement tout le monde, là, ça peut, non seulement ça peut devenir cher, mais il faut voir également la pertinence de séquencer vraiment tous les échantillons que nous recevons. Vraiment, je pense que ce qui est beaucoup plus pertinent, c'est faire un tri. Parce que dans tout ce que nous avons, il y a des échantillons pour lesquels on sait que ça, c'est des échantillons sur lesquels, même si on les séquence, on ne peut pas trouver grand-chose. Et là, c'est pas ces échantillons-là, autant les mettre de côté et se focaliser sur les échantillons sur lesquels on espère vraiment trouver quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. C'est des échantillons vraiment assez exhaustifs qu'on récupère, qu'on essaie de trier dans tout ce qu'on a reçu comme échantillon. Et ça nous a permis quand même de trouver qu'il y avait effectivement un variant qui circulait. Oui, mais par rapport à l'OMS recommande le séquençage mondial, un séquençage mondial qui aiderait à mieux comprendre le monde des agents pathogènes émergents et leur interaction avec les humains et les animaux. Effectivement. Oui. C'est qu'en fait, quand on séquence, vraiment si on a un nouveau variant, comme ça s'est passé au niveau de l'Angleterre, quand on a un nouveau variant, on n'a pas besoin de séquencer une bonne partie des échantillons pour en trouver.
Parce que quand le virus circule, il suffit juste de séquencer quelques échantillons et de trouver des cas positifs. Là, c'est un cas qui est rare, c'est parce que en fait, la circulation elle est très faible. C'est pas vraiment une circulation à grande échelle qu'on retrouve avec ce virus-là. Alors qu'en Angleterre, c'était une circulation à grande échelle. On s'est rendu compte qu'une bonne partie des virus qui circulaient, c'était le variant anglais là. Ouais. C'est pas notre cas à l'heure actuelle, mais quand même, on continue à faire des séquençages pour voir effectivement si on a toujours ce variant anglais qui circule au niveau du Sénégal et quelle est la proportion. Et voir également pour ce qui est des autres variants également, parce qu'il y a le variant sud-africain, il y a également d'autres variants qu'on peut retrouver au niveau de notre population, parce que les frontières sont toujours ouvertes, donc il y a des va-et-vient, il y a des échanges, ouais, donc on peut se retrouver un jour ou l'autre avec d'autres variants. Oui, mais est-ce qu'en tant que chercheur, ce séquençage vous a donné de nouvelles perspectives sur la transmission virale? Oui, parce que là, c'est important, parce que comme on a dit que ça augmente vraiment la transmission, donc l'urgence, c'est maintenant de rompre cette chaîne de transmission et de trouver les moyens vraiment pour freiner, pour rompre vraiment cette chaîne de transmission. C'est ce qu'on avait essayé de faire. Mais là, ça devient beaucoup plus urgent avec ce nouveau variant qu'on a retrouvé pour essayer de voir comment rompre cette chaîne de transmission. Et pour ce faire, on doit augmenter maintenant la sensibilisation. La sensibilisation surtout sur le respect des mesures barrières, sur le port de masque, sur l'utilisation des gels, oui, sur la distanciation physique. Donc, c'est des choses sur lesquelles on doit maintenant insister davantage. Parce que si on laisse le virus circuler, et qu'on se retrouve avec ce variant-là, vraiment en circulation à grande échelle, je pense qu'on aura du mal à faire face. Donc, dès à présent, on doit prendre les dispositions nécessaires pour au moins sensibiliser la population, pour que les gens puissent respecter les mesures barrières et la distanciation, utiliser les gels. Oui. Et essayer d'éviter surtout les regroupements. Par rapport à ce séquençage, tout ce qu'on peut faire, ça entre dans le cadre de la surveillance. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est essayer de surveiller l'évolution même de ce virus-là au sein de la population. Et il n'y a pas que nous, il y a d'autres partenaires, d'autres labos également qui travaillent sur ça. Donc, c'est une surveillance à l'heure actuelle que nous faisons. On ne s'arrête pas parce qu'on a trouvé un variant. Non. C'est le moment maintenant de travailler davantage pour voir est-ce que ce variant-là est toujours dans nos contrées. Et par rapport à ce cas, là, il y a une commission qu'on a créée au niveau du ministère pour essayer de tracer un tout petit peu ce cas, pour voir les cas contacts et essayer de voir le cas index. Comment faire pour trouver ce cas index? Est-ce que, et là également, c'est vraiment la commission qui doit travailler là-dessus. Il y a des enquêtes qu'on doit mener. Et vous n'avez pas encore de réponse par rapport à ce suivi sur le traçage? Non, par rapport au cas index, non. Mais on est en train de travailler pour ce cas-là. Parce qu'il y a des cas contacts pour lesquels on a déjà les échantillons. On va les séquencer pour voir si réellement ces cas contacts-là possèdent également ce virus. Mais il faut quand même mener des enquêtes pour voir. Parce que c'est des personnes... effectivement, c'est des étrangers, mais c'est des étrangers qui résident au Sénégal. La personne en question, vraiment, c'est une étrangère qui réside au Sénégal, qui est là depuis le mois d'août. Donc, mais ils travaillent dans une société et ils reçoivent également des visiteurs, des gens qui viennent travailler avec eux, etc. Et on s'est rendu compte que tout ce qui tournait autour de ce cas-là sont positifs. Donc, il faut qu'on essaie de voir un tout petit peu, mener l'enquête pour essayer de trouver le cas index. Et en ce moment, on pourra savoir comment ce cas-là est arrivé au Sénégal. Oui, mais... Et je pense que c'est important qu'on puisse trouver une explication pour dire que, effectivement, c'est ce cas-là, c'est à partir de ce cas-là que le virus s'est introduit au Sénégal. Et on va essayer de voir maintenant comment, par quels moyens utiliser, parce qu'au niveau de nos frontières, maintenant, il faut amener un test négatif avant d'entrer.
Et là, on va voir si effectivement c'est l'histoire de faux tests, etc., qui qui fait que on a des cas quand même au niveau du Sénégal. Donc Oui, là, c'est surtout vraiment essayer de trouver le cas index et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que le virus jusqu'ici, puisse être au Sénégal. Jusqu'ici, docteur, au moins il y a une constante, c'est que justement, depuis l'apparition des premiers cas, c'est au niveau de l'aéroport, c'est des cas qu'on a amenés au Sénégal. Aujourd'hui aussi, c'est le même constat. Oui, est-ce que c'est ce qui explique et justifie le fait que certains pays comme la France ont fermé leurs frontières? Est-ce que c'est une bonne mesure? Oui, mais c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée parce que là, comme on a des variants, on parle de variants anglais, on parle de variants sud-africains, etc. Donc, de variants brésiliens, là, si on ne veut pas se retrouver avec des variants, on est obligé de renforcer le système de contrôle au niveau de nos frontières. Et c'est important, c'est ce que la France a fait. Nous, on l'a fait tout à fait au début, mais on s'est rendu compte que ça a impacté terriblement sur notre économie. Et actuellement, ce qu'on a mis en place, on a mis en place un système qui nous permet demande aux passagers de venir avec un test Covid négatif. C'est vrai qu'on a identifié des cas de faux tests, etc. Mais ça, il faut qu'on renforce davantage la surveillance au niveau de nos frontières pour pouvoir détecter ces cas de faux tests, etc. Mais l'aéroport, c'est une porte d'entrée pour les cas, non seulement les cas, mais également les variants. Oui, mais parce que ça circule beaucoup plus dans d'autres pays qu'ici au Sénégal. Donc, si on ouvre nos frontières et que ces personnes-là puissent accéder au Sénégal, là, on va se retrouver dans la même situation qu'eux, avec des variants qu'on ne pourra pas gérer. Et malheureusement, ils ont beaucoup plus de moyens que nous, donc, pour pouvoir gérer ces situations. Oui, donc, on doit prendre les devants dès maintenant pour ne pas faire face à une situation comme c'est le cas actuellement au niveau de l'Angleterre. On a au moins des informations à ce niveau parce que c'est des variants qui sont importés dans notre pays. Oui, docteur, en parlant de mutations, est-ce que des mutations à risque peuvent-elles passer sous les radars sans être repérées? Est-ce que cela peut être source d'inquiétude pour vous autres experts que vous êtes? Ah oui, si on ne cherche pas, on ne va pas trouver. Hein. Parce que là, si on se contentait seulement de faire le diagnostic, c'est sûr que les variants vont nous passer entre les mains et les filets, ça c'est clair. Mais il faut chercher ces variants-là. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, on n'a pas attendu vraiment d'avoir les moyens, parce qu'à l'heure actuelle, nous utilisons effectivement nos moyens pour faire ce séquençage-là. Mais ça nous a permis quand même d'attirer un peu l'attention des autorités sur cette technique-là, sur cette analyse qu'il faut faire, sur cette donne qu'il faut tenir en compte. Et à l'heure actuelle, au niveau du ministère, ils sont bien conscients de la situation et ils sont en train de s'activer vraiment pour mettre en place tout le dispositif nécessaire pour renforcer cette surveillance au niveau national, c'est-à-dire surtout la surveillance des variants. Oui. Surveiller les échantillons. Et ce qu'on peut faire, c'est utiliser les échantillons pour le dépistage, essayer de mettre en place des critères de sélection des échantillons qui peuvent être des positifs potentiels et les traiter. Donc, c'est comme ça qu'on est en train de faire. Et mais pour systématiser ça, ça va être encore vraiment très difficile. Très difficile parce que ça demande énormément de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui... Oui, ça demande des moyens, oui. Ça demande de l'énergie, ça demande également de nouvelles technologies qu'il faut mettre en place. Mais il y a également la pertinence de vouloir tester tout le monde. Oui. C'est ça le problème. C'est pas la peine parce que on sait que avec certaines charges de virus, vraiment, on ne peut pas. Ce n'est pas la peine vraiment de faire carrément un séquençage parce que tout d'abord commence par une PCR. Et la PCR, ça permet de détecter la présence du virus. Mais si à la PCR déjà, on se retrouve avec un résultat négatif, je pense que ce n'est pas la peine de faire un séquençage. Ou bien avec une charge virale qui est très faible, de telle sorte que si on essaie de faire un peu le séquençage, on risque de passer à côté. Et là, c'est du gâchis parce qu'on achète des réactifs, on mobilise du personnel, ça prend du temps,
également pour faire cette technique. Donc, je pense qu'il faut cibler, essayer de faire de bons tris pour pouvoir tomber au moins sur ces cas. C'est vrai que si le virus circule à grande échelle, il n'y a aucun souci. Il suffit de séquencer quelques échantillons pour retrouver les cas. Mais à l'heure où nous en sommes, on ne peut pas se permettre vraiment de séquencer tous les échantillons. Oui, vous l'avez dit, docteur Pape Alassane Diao, un séquençage à grande échelle nécessite beaucoup de moyens sur le plan surtout logistique. Vous avez vu que dans d'autres pays, il est même utilisé, comme on l'a dit tout à l'heure, une infrastructure robotique pour trier et les utiliser dans des recherches. Alors, le séquençage du virus, peut-on parler de retard au Sénégal par rapport à ce mode de recherche au Sénégal aujourd'hui, docteur Pape Alassane Diao? Enfin, il n'y a pas un retard, parce que nous, par exemple, au niveau de l'IRSF, avec l'équipe du professeur Souleymane Bou, on a commencé le séquençage depuis longtemps. Depuis le VIH, on faisait du séquençage. On avait le dispositif, on avait les instruments pour faire le séquençage. Et il y en avait même que le ministère avait acheté dans le cadre de cette surveillance-là au niveau du VIH. Et ce sont les mêmes instruments actuellement qu'on utilise. On en a d'autres actuellement qui nous permettent de séquencer, mais vraiment, ça va plus vite. Mais le nombre d'échantillons séquencés par jour est un peu plus réduit. Donc, ce qui fait qu'il y a un problème de temps. Donc, le Sénégal n'est pas du tout en retard. On l'a fait, mais on est en train de faire ça de manière intelligente. C'est-à-dire, au lieu de se lancer dans un séquençage à l'aveuglette, non, on essaie de faire des tris, de choisir les échantillons sur lesquels on peut retrouver un variant et essayer de les faire. Mais on n'est pas du tout en retard, parce que durant la deuxième phase, première phase, il y a eu le séquençage. Oui, mais docteur, l'Angleterre quand même a utilisé un mode de séquençage beaucoup plus large et le résultat, il est là. Oui. Et le résultat, il est là. Vous vous êtes même inspiré de l'Angleterre pour trouver aujourd'hui ce variant-là. Connoté variant britannique. Ouais. Si l'Angleterre avait le même taux de positivité que nous, je ne pense pas qu'ils allaient faire la même chose. Parce que là, ils se sont rendus compte qu'il y a un changement dans la circulation même de l'épidémie, de la pandémie, au niveau même de l'Angleterre. Il y a eu beaucoup de cas. La contamination est beaucoup plus rapide. Il y a eu trop de cas. Et alors, ils se sont dit mais est-ce que nous n'avons pas un nouveau variant? Et c'est comme ça qu'ils ont séquencé et ils ont trouvé qu'effectivement, il y a un nouveau virus qui est là. Et c'est un coronavirus, effectivement, mais qui a muté. Et quand ils ont vu les mutations, ils se sont rendus compte qu'avec ces délétions-là, effectivement, ça a impacté sur la contagiosité du virus. Parce que cette mutation peut impacter sur d'autres domaines. Ça peut impacter sur le diagnostic. Des fois, tu peux avoir des mutations qui font que les tests utilisés pour le diagnostic ne marchent plus. Donc, tu te retrouves avec de faux négatifs. Une mutation peut impacter également sur le traitement. De telle sorte que le traitement utilisé de manière habituelle pour cette pathologie-là ne marche plus à cause de ce mutant-là, de cette mutation. Également, ça peut impacter sur la vaccination. C'est pour ça que les gens se posent des questions. Est-ce que réellement, ce variant-là, les vaccins que nous avons à l'heure actuelle, est-ce que ces vaccins-là marchent sur ces mutants, sur ces variants? Donc, là également, c'est pour vous dire que l'impact, c'est pas seulement au niveau de la transmission, mais l'impact peut être à plusieurs niveaux. Maintenant, il faut des études pour prouver qu'effectivement, sur le plan vaccination, il n'y a pas d'impact. Sur le plan diagnostic, il n'y a pas d'impact. Sur le plan traitement, il n'y a pas d'impact. Mais l'impact sur la transmission, sur la contamination, sur la contagiosité, là, c'est déjà démontré par rapport à ce virus-là. Mais donc, vous travaillez dans le cadre d'une plateforme, d'une plateforme sur la base de données publiques permettant de suivre les mutations avec une précision et une vitesse à ce niveau-là. Oui, nous travaillons sur notre propre base de données. Oui, mais comment s'effectuent ces échanges dans ce domaine, notamment dans le cadre de cette importante plateforme de partage de données? Non, en fait,
en matière de séquençage, chacun ne peut travailler que sur la base de ses échantillons, sur sa base de données. Parce qu'on a besoin des échantillons pour faire le séquençage. Donc, tu ne peux pas aller demander des échantillons d'ailleurs. Par contre, on peut vous confier des échantillons. Un labo pour vous dire que ou bien, sur le plan, les cliniciens peuvent remarquer quelque chose et vous disent que, par exemple, pour tel échantillon, on aimerait bien avoir le séquençage parce que ce patient-là a telle particularité. Alors, dans ce cas d'espèce, on peut séquencer pour voir ce qu'il en est. Donc, au niveau du labo également, on peut juste prendre notre base de données et on essaie de voir quels sont les patients sur lesquels on peut compter. On peut vraiment faire de séquençage. Et c'est comme ça qu'on fait. Mais ça peut venir également de l'extérieur, de la part des cliniciens ou bien d'autres pays également, parce que nous collaborons très étroitement avec le MRC de Gambie, la London School. Et ça nous permet, avec cette collaboration-là, en général, il peut y avoir des échanges. Des fois, ils ont besoin de certains tests, ils viennent ici à Dakar pour les faire. Nous aussi, on se déplace en Gambie pour le faire. Dans le cadre de ce partenariat-là, c'est possible. Mais on peut également recevoir des échantillons au niveau même interne, au niveau des CTE, au niveau des services, des districts, mais des services de soins. Ils peuvent nous envoyer des échantillons suspects sur lesquels ils notent une certaine particularité et ils peuvent faire des prélèvements, nous les envoyer pour nous demander de faire le séquençage. Oui. Alors, docteur, au niveau des enseignements à en tirer, aujourd'hui, le combat, c'est au niveau de la recherche également. Vous êtes à l'échelle avec le séquençage, peut-on le dire? Oui, on est à l'échelle parce que là, mais quand même, pas totalement, parce qu'il nous manque encore des moyens. Il manque encore des moyens pour pouvoir être au top. Ce qu'on a fait. C'est quoi ces moyens qui vous manquent? Non, les moyens, parce qu'en fait, le séquençage, il faut des réactifs. Oui, il faut des appareils qui vous permettent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de passer des échantillons à grande échelle. Il faut des appareils qui nous permettent d'avoir des résultats dans l'immédiat. Il faut du personnel. Il faut des réactifs. Donc, tout cela, c'est un ensemble. C'est la même chose que pour le diagnostic. Donc, il faut qu'on investisse également dans ça, dans le séquençage, pour au moins donner l'information qu'il faut. Parce que ça accompagne la surveillance. La recherche accompagne la surveillance. Parce que sans la recherche, on n'a pas d'éléments pour maîtriser vraiment la maladie. Et c'est cette recherche-là qui nous permet de prendre des stratégies, de changer de stratégie, de faire des propositions, de faire des recommandations, etc. Donc là, ça va de pair. Ça va de pair. Donc il faut que les gens investissent sur la recherche, mais également comme on l'a fait sur le diagnostic, sur le séquençage également, qui accompagne le diagnostic. Il faudrait que les gens puissent investir dedans, au niveau des labos, au niveau des autorités, etc., que les gens puissent quand même mettre en place un dispositif qui nous permet d'assurer cette surveillance. Peut-être pas seulement pour cette maladie, le coronavirus, mais en général, quand on a ces instruments, ça peut servir à presque pour toutes les autres pathologies. Donc, ça peut servir pour toutes les autres pathologies. Donc, je pense que c'est... Est-ce que c'est pas là un des maillons faibles de notre système de santé? Parce que on n'avait pas justement connu ce genre de surveillance dans le cadre de la recherche, parce que vous l'avez dit, la recherche conduit à la surveillance, mais conduit aussi à adapter les stratégies en termes de prévention, docteur Pape Alassane Diao. Oui, effectivement. C'est pour ça que je dis que ça va de pair. Parce que c'est avec la recherche qu'on arrive peut-être à changer de stratégie. Et cette recherche, c'est à tous les niveaux. C'est pas seulement au niveau labo, mais c'est à tous les niveaux. C'est ce qui nous dicte par rapport aux stratégies qu'on doit adopter au niveau national. Et cette recherche-là, actuellement, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'on est en retard du tout. Parce que là, la situation n'est pas encore vraiment alarmante par rapport à ce variant-là. À l'heure actuelle, on a trouvé un variant. On est en train de faire un peu la traçabilité pour voir s'il y a d'autres variants qui circulent. Mais à l'heure actuelle, la situation n'est pas alarmante. La circulation de ce variant-là n'est pas du tout à grande échelle. Parce que si tel était le cas, on allait en trouver dès nos premiers échantillons. Mais vous voyez que la première vague, il y a eu des séries d'échantillons qu'on a testés. Il n'y en a pas eu. La deuxième vague,
c'est à la deuxième série qu'on a trouvé un échantillon qui est positif. Non, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer ce travail. Oui, on va essayer de voir. Oui, mais docteur, nous l'avons dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas d'autres variants qui sont passés sous les radars aujourd'hui? Est-ce que cela ne vous pousse pas à augmenter la vigilance au point justement d'éviter l'apparition d'autres variants? Ah oui, ça c'est pas seulement au niveau labo, hein, mais c'est même au niveau des autorités. Parce qu'actuellement, il y a des commissions qu'on a créées pour vraiment essayer de voir, de faire toute la lumière sur cette affaire-là, pour essayer de voir un peu le cas index, essayer de voir également est-ce qu'il n'y a pas également d'autres cas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres variants. Donc, à l'heure actuelle, les recherches sont en cours. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est juste peut-être renforcer les moyens dans ce cadre-là, dans le cadre du séquençage. Comme on l'a fait pour le diagnostic, il faut qu'on puisse vraiment accompagner également les chercheurs dans ce cadre-là, pour qu'on puisse comment dirais-je, essayer de séquencer à grande échelle comme vous le voulez, mais aussi de manière raisonnable et raisonnée. C'est important. Oui, parce que justement, en suivant la littérature par rapport au séquençage, justement en rapport avec les recommandations de l'OMS qui indiquent que le séquençage mondial aiderait à mieux comprendre le monde, les agents pathogènes émergents et leur interaction avec les humains et les animaux dans une variété de climats, d'écosystèmes, de cultures, de modes de vie, entre autres. Finalement, docteur Pape Alassane Diaw, est-ce que ce variant, qui au début on parlait de virus, aujourd'hui qui est devenu mutant, est-ce que ça ne suit pas nos modes de vie, nos cultures, notre façon de faire? Est-ce que, oui, ce n'est pas un virus qui est complètement adapté à notre écosystème? Oui, effectivement, en fait, un variant, ce n'est pas toujours un cas importé. Des fois, il peut y avoir des variants, parce qu'on l'a dit, un virus, ça mute toujours. Il essaie toujours d'échapper au système de contrôle de notre organisme. Et pour ce faire, il y a des mutations. Et comme on l'a dit, le virus se réplique. Un virus ne se reproduit pas. Il n'y a pas de virus mâle ou virus femelle. C'est une particule contenant un génome et ça se réplique. C'est comme une duplication. Ça vient dans une cellule, ça utilise les éléments de la cellule pour créer de nouveaux virus. C'est ce qu'on appelle une réplication. Mais maintenant, dans cette réplication-là, ce virus il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des erreurs dans la réplication. Ce qui fait que, comme je vous ai dit tout à l'heure, A, G, C, T, au lieu d'avoir A, G, C, T, on a A, T, C, etc. Et c'est ça qu'on appelle les mutations. Et ça, dans la réplication, le virus peut commettre ces erreurs-là. Et c'est ce qui fait que cette mutation, un mutant peut toujours apparaître. C'est pas dit que c'est toujours importé, mais ça peut être propre. Par exemple, au niveau de l'Angleterre, on a beaucoup indexé le traitement avec le remdesivir, etc. On a beaucoup indexé le traitement. Et comme on l'a dit, le traitement peut impacter parce que les agents mutagènes entraînent des mutations. Et les agents mutagènes, c'est des substances chimiques, c'est des éléments physiques également qui peuvent entraîner ces genres de mutations. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis, cette mutation-là, ce n'est pas toujours des cas qui sont importés, mais ça peut provenir d'ici. Par exemple, par rapport à ce virus, on peut trouver d'autres mutations que les Anglais n'ont pas. Et ce sera une spécificité sénégalaise. Ouais. Oui, on peut trouver un virus qui est spécifique du Sénégal. C'est pour ça que le virus anglais, on l'appelle le virus anglais. Ouais, on a donné un nom, etc. Mais en général, souvent, on dit le virus anglais, le virus sud-africain, le virus brésilien, mais on peut également dire le virus sénégalais. Mais ça dépend du type de mutation qu'on va trouver. Si c'est une mutation qui n'a pas été décrite ailleurs, ça a été décrit pour la première fois au Sénégal, là, ce virus-là va être dans le patrimoine viral sénégalais. Donc, on va dire que ça, c'est un virus sénégalais. Alors, docteur Pape Alassane Diaw, justement avant d'arriver au vaccin, il est dit que pour surveiller les modifications du coronavirus susceptibles d'aggraver la pandémie
de rendre les vaccins moins efficaces, les scientifiques doivent séquencer son génome. Mais peu de pays effectuent et partagent cette surveillance laborieuse, complexe et nécessaire. Qu'en dites-vous? Oui, effectivement, par rapport au vaccin, une mutation peut rendre un vaccin beaucoup moins efficace. Et on l'a vu avec le mutant sud-africain. Par rapport à certains vaccins, l'efficacité passe de 85% à 57%. Donc, vous voyez qu'une mutation peut vraiment impacter sur un vaccin. Mais par rapport à ce virus anglais, il n'est pas encore démontré que, effectivement, par rapport aux vaccins qui existent à l'heure actuelle, que ça diminue l'efficacité. On n'a pas vraiment encore de données réelles pour dire que ce vaccin-là, ce vaccin-là n'est pas efficace sur ce variant. Donc, le vaccin peut être bel et bien efficace sur le variant. Parce que ce variant, le vaccin qu'on a, surtout les vaccins à ARN, c'est des vaccins qui nous permettent, c'est des vaccins à base d'ARN messager. L'ARN, c'est ce que je vous ai expliqué tout de suite, mais ici, c'est un ARN messager modifié qui code uniquement pour une protéine, c'est la protéine spike qui se trouve au niveau du virus. Maintenant, si cette protéine-là, c'est une grande protéine donc qui constitue l'élément qui permet au virus de se fixer sur les cellules. Mais maintenant, cette protéine, une bonne partie de l'immunogénicité, c'est sur la base de cette protéine-là. Les anticorps, les vaccins agissent sur cette protéine-là. Maintenant, la mutation qu'on a trouvée, la mutation anglaise également, porte sur cette protéine. Mais ça peut ne pas porter sur là où se fixe l'anticorps généré par le vaccin. Quand on met le vaccin va générer des anticorps. Mais si l'anticorps peut toujours se fixer sur le virus, le vaccin restera efficace. Par contre, s'il y a une mutation qui ferait que cet anticorps ne pourra pas se fixer sur le virus, sur le spike, là, on dira que l'efficacité va être diminuée par cette mutation. Est-ce que vous voyez un tout petit peu ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que l'anticorps généré par un vaccin se fixe sur un endroit bien déterminé au niveau du virus. Si la mutation ne porte pas sur cet endroit-là, le vaccin sera efficace. Maintenant, si ça porte sur cet endroit, de telle sorte que le virus, le vaccin, les anticorps neutralisants ne pourront plus agir à ce niveau, en ce moment, l'efficacité du vaccin va diminuer. Mais ce n'est pas un cas normalement qui pose problème avec les vaccins à ARN parce qu'on peut facilement en refaire, adapter par rapport aux mutations. Alors, docteur, que dire maintenant de l'étape suivante? Est-ce que l'étape suivante va consister à étudier comment les différentes mutations affectent la transmission du virus, la gravité de la maladie et l'efficacité du vaccin, et à prendre surtout le plus rapidement possible le comportement d'un nouveau variant? Oui, mais ça va de pair. Ça va de pair. Dès l'instant qu'on a un nouveau variant, l'étape suivante, c'est de voir est-ce que ça impacte, qu'est-ce qui a changé dans le comportement du virus, qu'est-ce qui a changé dans le traitement, qu'est-ce qui a changé dans le diagnostic, qu'est-ce qui a changé réellement dans la prise en charge. Donc c'est important. Parce que c'est pour cela qu'on s'est rendu compte que, effectivement, au niveau de la contagiosité, la transmission est beaucoup plus importante avec ce variant anglais. Parce qu'ils ont fait des analyses. Maintenant, ça continue. On essaie de voir également, est-ce qu'il y a un impact sur le vaccin? Est-ce qu'il y a un impact sur le vaccin? Et les études sont en cours. Les premiers résultats disent que il n'y a pas d'impact réellement sur le vaccin. Mais par rapport au variant sud-africain, on a vu que par rapport à certains vaccins, l'efficacité diminue. Donc, l'étape suivante, dès l'instant qu'on a un variant, on essaie de voir l'impact sur les processus, le traitement, le diagnostic, la vaccination, etc. Donc, et c'est important.
Et surtout par rapport au diagnostic, quand une mutation impact sur le diagnostic, ça veut dire que on aura des tests qui ne seront pas bons, ça veut dire qu'ils nous donneront que des faux positifs, des faux négatifs, par exemple. Ouais. Mais ça, c'est des preuves. Ça ne confère pour vous aucun avantage. Oui, non, en fait, c'est des recherches qu'il faut faire. Quand on a un variant, on regarde partout. Oui. On fait une surveillance totale, générale, pour voir exactement l'impact de ce variant sur les processus qu'on a décrits tout à l'heure. Maintenant, si on n'en trouve pas, on n'en trouve pas. Mais l'essentiel est que ce soit vraiment sur des bases scientifiques. Il ne faut pas qu'on affirme comme ça que ça a impact sur tel. Mais à l'heure actuelle, à part la contagiosité, il n'y a pas autre chose qu'on a dit par rapport à ce variant anglais-là par rapport au diagnostic ou au traitement ou à la virulence même. Alors, Dr Papa Alassane Diao, entraîner une virulence importante. Oui, plus un virus infecte de gens, plus la possibilité de mutation est grande et la probabilité augmente chez une personne. Est-ce le cas? Oui, effectivement, on peut le dire. On peut le dire parce que plus ça circule d'une personne à l'autre, on peut se retrouver avec des mutants. Parce que c'est la multiplication qui est à l'origine de la création de ces mutations, de cette mutation-là. Quand il y a une forte transmission, effectivement, la réplication virale est importante et on peut se retrouver toujours avec des mutants. Quand la réplication est importante, c'est normal qu'on se retrouve avec des mutants. Mais il faut quand même gérer. On a actuellement décrit 3 mutants, mais il peut y avoir également d'autres. Chaque jour, on te dit, on a trouvé tel mutant, tel variant dans tel endroit, tel variant dans tel endroit. Donc, à tel niveau. Donc, c'est des choses quand même qu'il faut surveiller. Alors, c'est des choses à surveiller. Alors, dites-nous, aujourd'hui, le vaccin reste le seul et unique remède pour vous? Ça, je confirme. Ça reste le seul et vraiment c'est l'espoir. Et à l'heure actuelle, on doit vraiment se focaliser sur ça. La vaccination, je pense que c'est vraiment ce qu'il nous faut à l'heure actuelle pour nous tirer d'affaire. C'est notre seul espoir. Et on doit tout faire. Ça ne doit pas se faire n'importe comment, effectivement. Mais on doit, tout ce qu'on a comme vaccin à l'heure actuelle, c'est des vaccins qu'on a bien vérifiés, bien contrôlés, qui ont respecté les différentes étapes de vérification, de contrôle, d'innocuité, de sécurité, etc. Donc, d'immunogénicité et tout. Donc, ça a été vraiment vérifié. Et au niveau des populations, actuellement, il y a la vaccination se déroule un tout petit peu partout. C'est vrai qu'il y a toujours des réticences par rapport à certains, mais c'est notre seule voie de salut à l'heure actuelle. En attendant l'arrivée de ce vaccin, oui, la recommandation essentielle, c'est-à-dire les mesures barrières. Oui, mais je pense que même avec le vaccin, les recommandations on doit continuer. Parce qu'il faut qu'on arrive à vraiment enrayer complètement ce mal-là. Et pour ce faire, il y a la vaccination, mais il faut continuer toujours à respecter les mesures barrières. Ça, c'est important. À l'heure actuelle, on n'a pas encore démarré la vaccination au niveau national. Donc, ce qu'il nous faut à l'heure actuelle, c'est insister sur le respect des mesures barrières. Et c'est important. C'est important. Même avec ce variant qui a été découvert, ce variant britannique, justement, oui, les mesures barrières restent la solution. Ah oui, on doit renforcer d'ailleurs ces mesures barrières. Comme on a dit que ça augmente la contamination. Et nous, notre objectif, c'est de rompre cette contamination, cette chaîne de contamination-là. Donc, la première des choses à faire, c'est vraiment d'insister encore davantage sur la prévention. Les gens doivent quand même, au niveau de la communication, on doit orienter vraiment notre communication sur la sensibilisation. Et c'est important. Là, c'est l'occasion de montrer aux gens qu'il faut qu'on fasse attention. On a actuellement
une menace avec un variant qui est là et qui est beaucoup plus transmissible, qui est beaucoup plus contagieuse. Donc, il faut qu'on essaie quand même de respecter les mesures barrières, ne serait-ce que pour les personnes qui sont vulnérables. Parce que cela, en fait, dès l'instant que la transmission augmente, c'est des personnes qui vont être très rapidement atteintes. Et c'est ça qui va augmenter encore les cas graves. Et on aura des problèmes, les structures sanitaires vont être débordées, la prise en charge ne va pas se faire comme cela se doit se faire du fait de nombre de malades assez élevé. Et ça finit, vraiment, c'est pas une situation qu'il faut quand même encourager, C'est pas une situation qu'il faut encourager. La seule chose sur laquelle vraiment il faut insister à l'heure actuelle, c'est une sensibilisation sur le respect des mesures barrières. C'est important. Mais il n'y a pas encore raison de s'inquiéter avec ce nouveau variant. Il est sous contrôle. Il est sous contrôle. Et on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire qu'il est sous contrôle. Parce qu'actuellement, on est en train de mener des investigations pour voir où est-ce qu'on en est avec ce variant-là. Actuellement, au début, on n'avait pas d'élément. Mais actuellement, on a un élément qui est là. Donc, il faudrait qu'on essaie de retracer un peu tout ce qui s'est passé pour voir effectivement est-ce qu'il y a autre chose derrière. Et c'est pour ça que j'ai dit on ne peut pas dire que la situation est maîtrisée. Mais on a commencé à mener des investigations pour pouvoir maîtriser la situation. Parce que les séquences, dès l'instant qu'on maîtrise les variants, on peut maîtriser la situation. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que la situation est maîtrisée. Vous ne pouvez pas le dire pourquoi. Vous avez parlé de nouveaux éléments. Lesquels concrètement? Non. Je dis qu'on ne peut pas dire que la situation est maîtrisée. On a trouvé juste un cas. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas? C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres variants? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres variants? Quel est le niveau de circulation même de ce variant, peut-être par rapport à certains pays, par rapport à certaines contrées de ce pays-là? On essaie de voir un tout petit peu. Est-ce que dans d'autres coins du pays, est-ce que également on n'a pas ce variant-là qui circule? Peut-être à grande échelle. Mais là, il faudra faire des prélèvements un peu partout dans le pays pour pouvoir arriver à cela. Et prélever vraiment en se basant sur des critères bien clairs, bien définis, qui nous permettent quand même de tomber peut-être, d'avoir des chances de tomber sur des cas, des variants. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais s'il y en a, quand même, il faut qu'on puisse les détecter. Et ça, c'est de notre devoir, de chercher ces variants-là. Et de les trouver s'il y en a. Ouais. Donc, voilà, le combat maintenant se situe à ce niveau. C'est au niveau, justement, du séquençage. Le séquençage, indispensable comme outil pour traquer le virus. Tout est dans la surveillance désormais. Professeur, peut-on le dire? C'est le mot de la fin. Oui, tout est dans la surveillance. Mais moi, je dirais que la mise au point du vaccin contre la COVID-19, effectivement, ça constitue le défi le plus urgent. On a des vaccins, il faut que ces vaccins-là marchent. Nous y parviendrons quand nous unissons vraiment nos efforts, vraiment pour arriver à vaincre cette pandémie. Cette pandémie mondiale a déjà causé des centaines de milliers de décès. Ça a perturbé vraiment la vie de milliards de personnes. Outre une réduction peut-être du nombre tragique de décès et une maîtrise de la pandémie, l'introduction de ces vaccins-là, ce qu'il faut se dire, c'est que ça permettra également d'éviter les pertes élevées sur le plan économique. Et on peut se dire aussi que l'accès mondial et équitable à un vaccin qui protégera en particulier les agents de santé, les personnes qui encourent le plus grand risque de contracter la maladie, ça constitue réellement l'unique moyen d'atténuer l'impact de la pandémie en santé publique et également au niveau économique. Oui, il était notre invité, Dr Pape Alassane Diaw. Il est directeur technique de l'IRSF, l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique
et de formation. Vous êtes biologiste, pharmacien de formation. Merci de nous avoir bien éclairé sur ce que c'est le séquençage, l'enjeu autour de la découverte du variant britannique au Sénégal, les limites, les recommandations, mais surtout l'accent a été mis ce dimanche sur la prévention, justement le vaccin. Merci encore, docteur Pape Alassane Diao. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Merci. Vous me permettrez quand même de remercier tous nos collaborateurs au niveau de l'IRSF, particulièrement le professeur Souleymane Bouk, qui se bat jour et nuit pour nous mettre dans de bonnes conditions pour qu'on puisse mener notre travail à bien. Je pense que là, cette découverte est le fruit de son travail, de sa détermination dans la recherche, ce qu'il a toujours fait depuis le début, depuis le VIH jusqu'à maintenant. Et je pense que son credo, c'est vraiment de mener la recherche pour aider les populations. Et l'IRSF est là, vraiment, dans ce sens-là, pour aider la santé publique, pour aider les autorités dans leur politique de santé. En tout cas, merci et félicitations à toute l'équipe de l'IRSF. Et je les exhorte tous à continuer ce travail à côté du ministère pour qu'on puisse arriver à bout de ce virus qui nous fatigue tous. Oui, merci beaucoup. Ça n'est tout encore une fois. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Au revoir.